dont l'étude essaie de théorisation d'une troisième voie politique pour le développement via l'activité économique. Membre effectif. Il y a le conseil qui trouve une chose qui est le président de Saint-Louis, le conseil citoyen du Coco, le secrétaire de l'élection, le conseil Chihuahua Petit, le promoteur, le conseil Gomavine, le co-promoteur de l'élection, le professeur Ianza, le Baba, les membres effectifs. Les membres suppléants du conseil de Ngagué et le conseil de Djodjiba, comme le professeur Yanza Bala, suppléant, c'est le conseil de Ngagué qui montre un membre effectif. Monsieur le Président, pour l'exercice de cette défense, vous avez 2 heures de temps pour examiner ce La séance étant ouverte, nous tenons à rappeler au public que nous sommes là devant un examen. C'est une séance académique, un examen ouvert public. Le public va jouer son rôle d'assistance. Sans bruit, sans acclamation, jusqu'à la fin de cette séance pour nous permettre de travailler avec sérénité. Cette séance qui comprend 4 phases maximum, devra remplir dans les 2 heures qui nous sont imparties. S'effectuera de la manière suivante. La première phase, c'est la phase de l'exposé, du résumé, du contenu du travail par le récipiendaire. Nous lui accorderons une vingtaine de minutes maximum. Après cette première phase de l'exposé des résultats de recherche par le récipiendaire, nous passerons à la deuxième phase, qui sera la phase de questions-réponses, des interactions entre le récipiendaire et les membres du jury. Et cette phase se déroulera de la manière suivante et le professeur Romandina, qui fait office de directeur, prendra la parole. Chacun aura maximum 10 minutes pour exprimer ses observations et ses éventuelles. Et nous donnerons maximum cet échange de 5 minutes au récipiendaire pour répondre aux préoccupations de chaque membre. Et cette deuxième phase, et la troisième sera celle de la publication, et la quatrième phase sera celle de la confirmation des résultats. Voilà l'ordre de l'organisation de cette séance. Ceci étant dit, la séance étant ouverte, Monsieur Moussa Fumouta. Merci beaucoup de la parole de m'accorder. Et c'est pas, je demande votre indulgence pour que je puisse demander 3 minutes de vous parler avant de prendre les 20 minutes de l'exposition de ma mémoire. La première parole que je vais vous adresser dans les 5 minutes, si vous me permettez, c'est de vous dire que le mémoire qui fait objet de notre examen aujourd'hui est votre petit-fils. Pourquoi? Parce que de votre union avec l'université de Kinshasa, vous avez affronté un fils de Jésus en 2003 en lui accordant le titre de licencié en sciences politiques. Et c'est en fonction de cette possibilité que vous lui avez donnée
que cet enfant a grandi et s'est marié avec sa sœur. Malgré que vous allez me dire que c'est l'inceste, mais l'inceste est permis à l'université de Kinshasa. Et ma sœur avec qui je me suis marié, pour vous présenter ce petit-fils aujourd'hui, c'est la formation que vous m'avez donnée. Et de mon union avec votre formation, je suis allé en société pour essayer d'appliquer les théories que j'ai reçues sous vos pieds. Je vous ai représenté, je crois valablement, à travers des conférences scientifiques. À l'université de Kinshasa, j'ai commencé mes premières conférences en 2009 sur la problématique d'une nouvelle méthode en sciences sociales qui fera l'objet de notre défense comme droit. J'ai tenu des conférences à l'université de Limbashi, à l'université de Kisangani, pour essayer de voir si c'était possible que je puisse raisonner une troisième fois. Donc, ce petit-fils que vous allez accueillir aujourd'hui, ou que vous allez décider de tuer, il est le produit de votre formation. Et je crois vous avoir probablement représenté à travers les débats politiques télévisés où j'ai fait profondément la promotion des sciences po, et je reconnais la présence de beaucoup d'étudiants en sciences politiques après avoir fait le droit, après avoir fait d'autres filières scientifiques à cause de ma présentation à la télévision. Chers professeurs, laissez-moi vous exprimer ma gratitude, ma reconnaissance, parce que c'est grâce à vous que je suis un homme, que j'ai installé en vous. Encore une fois, merci. Deuxième point. La cérémonie d'aujourd'hui, qui n'a en réalité qu'un examen, des professeurs qui vont corriger les documents de leurs étudiants, va déterminer le sort de cet enfant, mon fils qui est votre petit-fils, et même des autres petits-fils que vous aurez. Mais favoriser au cours de cette défense, ça sera affaibli. Si vous osez me favoriser, vous m'affaiblissez. Mais décourager, ça sera vous tuer vous-même et vous priver de voir une progéniture dans l'avenir. Merci. Je tiens finalement à remercier le directeur de mon mémoire, le professeur Jacques Chihuahua, qui est là, le professeur co-directeur Boumabinda, qui est là, le professeur Katunda, qui était membre de ma direction de mémoire, et je tiens à remercier tous les membres et surtout tous ceux qui sont là. Mon mémoire porte sur l'essai de théorisation d'une troisième voie politique pour le développement du pays. Quel est mon problème de la recherche et ma problématique? C'est le sous-développement du Congo, la République démocratique du Congo, mon pays et les moyens de remédier. Est-ce que le Congo est un pays développé? Non. Est-ce que le Congo est un pays sous-développé? Non. Pour moi, le Congo d'hier est un pays en voie de sous-développement. Parce que non aligné, c'est encore un luxe pour nous. Malgré ce potentiel naturel, en ressources des eaux, en minerais, en hommes et tout ce que nous pouvons dire en environnement, le Congolais vit en dessous du seuil minimum de l'existence, c'est-à-dire en moins de $3 par jour. Alors que la moyenne pour être éligible aux critères des pays pauvres, c'est $3 par jour. Donc nous sommes un pays sous-pauvre. D'ailleurs, nous devons grandir jusqu'à devenir un pays pauvre qui sera une croissance et même un luxe pour nous. Mais alors, cette constatation nous a préoccupés. Nous ne sommes pas le premier à identifier le Congo dans l'état d'un pays sous-développé, un pays du tiers-monde, un pays pauvre, très endetté et tout autre titre que notre pays porte.
Alors, chacun des grands auteurs qui nous ont précédés a essayé de situer la crise, de qualifier les faits et même de proposer des pistes de solutions. Il existe quant à ça plusieurs théories, plusieurs recherches, plusieurs découvertes et plusieurs propositions sur le sous-développement du Congo et les moyens de remédier. Nous n'allons pas, dans le peu de temps que nous avons eu pour produire ces recherches, aller dans tous les sens. Nous nous sommes préoccupés de savoir, généralement, il y a eu des voies de développement qui ont été présentées avant nous. J'ai cité la droite, qui est le libéralisme socio-économique et politique, et la gauche, qui est le socialisme. Pour preuve, tous les partis politiques congolais, et même les acteurs politiques congolais, de 1960 jusqu'à présent, ont créé des partis, et lorsque les lois demandent l'alignement idéologique pour la demande d'un parti, chaque parti doit se déclarer soit un parti de la gauche, soit un parti de la droite, ou soit un parti qui fait la synthèse des valeurs qu'on retrouve dans le deux. Nous avons tout de suite compris que la social-démocratie n'inaugure pas une troisième voie, parce qu'il s'agit du socialisme qui intègre les autres valeurs du libéralisme. Donc, le diamant du président Nyerere ne peut pas approcher les tentatives d'être une troisième voie, parce qu'il s'agit bien et bien du socialisme africain. Nous sommes allés visiter la théorie de la troisième voie universelle de Kadhafi. Nous avons aussi rencontré que Kadhafi n'a pas inventé une nouvelle théorie, c'est plutôt le socialisme africain de sa manière. Nous pouvons aussi dire que la synthèse des deux choses ne crée pas une troisième. C'est ça le grand soir. Nous nous sommes préoccupés, oui. Ailleurs, on ne peut pas dire que le socialisme ne présente que les mal. Parce que si le socialisme n'avait que des limites, n'avait que des faiblesses et n'avait pas de qualité, il n'y aurait pas de pays socialistes développés à travers le monde. Il y a des pays qui sont développés en Europe, il y a des pays qui sont développés dans le monde avec le socialisme. Notre voie n'est pas une tentative de nier l'existence des autres voies. Elle n'est pas non plus la prétention de bien savoir ou de tout savoir. C'est seulement une réaction sur ce qui nous a été longtemps présenté comme solution, alors que nous continuons à souffrir. Nous ne pouvons pas dire que le libéralisme, malgré ses faiblesses, démontré par Piketty et les autres, nous ne pouvons pas dire que le socialisme n'a pas de qualité, d'autant plus qu'il y a des partis libéraux, il y a des pays libéraux développés. Mais notre question était de savoir si la solution était les deux premières voies. Alors qu'ils sont arrivés au Congo, qu'est-ce qui a fait défaut pour que ces deux premières voies, qui ont bien fait ailleurs, n'aient pas fait quelque chose de positif pour nous les Congolais? Qu'est-ce qui a bloqué la qualité des réponses des deux premières voies au Congo? C'est ça notre problème. Le socialisme a sauvé. Le libéralisme a sauvé. Et si le socialisme et le libéralisme ont eu des difficultés pour nous sauver ailleurs, nous n'avons pas été capables de créer un sujet en noir sur toute l'Afrique, Afrique de l'Est, Afrique du Nord. Non, nous avons parlé du sous-développement de la République démocratique du Congo et le moyen de remédier. Et en ce qui concerne la limitation de notre pensée, de notre sujet, de notre étude, nous avons pris 1885 jusqu'à hier. Pourquoi nous disons hier? Parce que moi, je ne peux plus me mettre parmi les Congolais sur le problème. Tout ce que moi je dois dire aujourd'hui ne concerne que le Congo d'avant-hier et d'hier. C'est-à-dire le Congo qui m'a vu, mais qui ne savait pas que je serais licencié en sciences politiques. Le Congo qui m'a vu, mais qui ne savait pas que je serais acteur politique. Le Congo qui m'a vu et qui m'a maltraité avant que je ne puisse moi-même aussi prendre la position pour dire si ce n'est pas les autres Congolais qui vont sauver le Congo, je me présente à notre providentiel. Donc j'ai fait les sciences po, pas pour rester seulement avec les sciences po à l'université, mais c'est aussi pour entrer, afin que cette université puisse traiter sa cité. Parce que si l'université ne réussira pas à traiter le Congo, il n'était pas nécessaire de venir chez nous. Maintenant, à la question de savoir, quelle est ma question principale? Ma question principale, c'est quelle est la cause principale du sous-développement
du Congo et quelle est la voie adéquate pour sortir de cet état de choses qui n'a fait que trop perdurer. C'est ça ma question principale. Est-ce que la crise est au niveau des structures ou la crise est au niveau de l'action? Est-ce que la crise est objet de l'objectivisme social ou la crise est objet du subjectivisme social? Et comme méthode que j'ai utilisée, parce qu'il s'agit d'une étude purement théorique et épistémologique, quelle est la méthode que nous avons utilisée? Nous avons utilisé la méthode qualitative. Et quel est l'auteur qui nous a beaucoup inspiré? C'est la théorie d'Anthony Giddens. Et pourquoi nous avons choisi ce sociologue britannique? Et parce que lui, là, d'après nous, bien frayer les voies d'une troisième voie, lorsqu'il parle de sa théorie de la détraditionnalisation des structures. Lorsqu'il parle de la dualité du structurel, Giddens se dit ceci face à l'analyse des questions politiques. La culture est le produit et la condition de l'action de l'homme. La culture est faite par l'homme et c'est la culture qui fait que l'homme agisse. Alors nous posons cette question après avoir compris, d'après notre prétention, Giddens. Si les structures sont bonnes, ce sont elles qui sont le produit et la condition de l'action de l'homme. Pourquoi alors, si c'est des structures que la solution vienne par nos structures, c'est-à-dire le socialisme et le libéralisme, n'ont-ils pas sauvé le Congo et l'Afrique en général? Je suis en train d'affirmer ici que toutes nos introductions ou toutes nos recherches sur le Congo introduisent sur le sort de l'Afrique. Mais seulement le temps ne nous a pas permis d'embrasser l'Afrique. Et bien je crois que c'est cette grâce, lors de notre thèse en sciences politiques, qui va porter sur l'approfondissement de cette voie que nous allons appeler demain comme la voie du tiers-monde, la tierce voie pour le développement des pays du tiers-monde. Parce que selon nous, les pays du tiers-monde ne peuvent pas se développer avec les voies des pays du centre qui les ont sous-développés. Les pays du tiers-monde ne peuvent pas non plus se développer avec les recours aux modèles dits africains qui ont été colonisés. C'est à cela que notre troisième voie s'émancipe du panafricanisme, parce que le panafricanisme pense qu'il y a un paradis que nous avons laissé au passé, alors que si nos ancêtres étaient forts, ils n'auraient pas été colonisés par le modèle qui est venu. Alors nous ne pouvons pas aller réveiller la faiblesse pour attaquer la force. C'est là que nous avons dit, nous ne pouvons pas parler seulement des deux voies des propositions pour le développement en Afrique, mais nous devons aussi nous recourir aux autres Africains qui avaient aussi vu les dangers en condamnant les deux premières voies et qui cherchaient des voies endogènes de notre émergence. Et nous avons une troisième voie qui, tout en reconnaissant les pertinences du panafricanisme, du recours à l'authenticité, de la négritude, élabore aussi les faiblesses et les limites, parce que malgré l'application du panafricanisme, nous avons des panafricanistes qui sont devenus chefs de l'État. Je vais prendre Léopard Sédar Senghor. A-t-il réussi? Si oui, est-ce que son père est un pays développé pour avoir le développement? Nous pouvons prendre le président Nyerere. Est-ce que c'est une réussite en Tanzanie? Je pense non. Parce qu'il y avait une confusion entre les pratiques et les théories. C'est deux choses. Maintenant, quand nous avons terminé à comprendre les Giddens, nous avons dit, même s'il y a des bonnes structures, en termes de lois, de comportements, de pratiques, de directives, si l'homme qui est l'auteur de l'action, qui est censé comprendre la structure et l'appliquer, fait défaut, aucune bonne structure ne peut résoudre le problème d'un peuple s'il n'y a pas qualité d'homme. Voilà que notre hypothèse est dit, oui, le sous-développement du Congolais, pas en général, mais aussi, mais principalement du leader politique congolais, est la cause principale du sous-développement du Congo. Parce que si nous avons des bonnes structures, c'est-à-dire le socialisme et le libéralisme, et que le Congolais lui-même de 1960 jusqu'à présent, nous l'avons qualifié être en dessous de la moyenne qu'il faut pour aborder les questions d'État, il ne peut pas prendre la qualité du socialisme ou du libéralisme et développer le Congo. Mais deuxième chose, si nous disons que le Congo c'est au niveau du Congolais,
Et la qualité, c'est au niveau du socialisme et du libéralisme. Alors que les deux approches de développement ne tiennent pas compte de nos réalités. C'est alors que nous disons, même si le socialisme et le libéralisme ont été des mêmes choses ailleurs, parce que ce n'est pas les Congolais nous-mêmes qui les ont adoptés, alors que ce sont les gens qui nous ont colonisés, qui nous les ont amenés, donc ne répondant pas à nos réalités culturelles, les premières fois ne peuvent pas être des solutions. C'est ainsi que nous disons, le problème de partage d'équidence se pose au niveau de l'action, et le problème de culture se pose au niveau des voies qui ont été importées. En conséquence, il y a un problème d'organisation. Et comment le problème d'organisation se pose? Vous pouvez prendre toutes les constitutions de la République démocratique du Congo. Il est difficile d'être science politique ou politologue et d'assumer que nous sommes à la 4e République. Un problème de structure. Le Congo, est-ce une monarchie? Il n'y a pas de réponse. Est-ce une république? Il n'y a pas de réponse. Est-ce que nous sommes une démocratie? Il n'y a pas de réponse. Est-ce que nous sommes une dictature? Il n'y a pas de réponse. Nous sommes un marché à ciel ouvert d'après nos recherches. Vous avez 2 minutes qui vous restent. Merci, prof. Alors, il fallait proposer la 3e. Si je vous prends Mobutu, on ne peut pas être dans la 2e République avec nous. C'est Kabila Joseph ne peut pas être acteur de la 3e République s'il n'y a pas eu une 2e. Et la 2e, c'était Soudou. Et comment naît une République en sciences politiques? Et qui peut nous dire que nous sommes une République? Et où est l'Assemblée constituante qui a été mise en place conformément? Alors que nous savons que le décret loi du président Kassabou avait tué au mois de mai toutes les possibilités pour le Congo de devenir une république. Mobutu est entré au pouvoir par la force, il est sorti du pouvoir par la force, il est né dictateur politiquement, il est mort dictateur, et vous lui avez attribué une république. Comment alors celui qui est né? Je sais qu'une république peut être une dictature. Comment? Parce qu'une république et une dictature peut enfanter un constituant républicain. Ça veut dire que celui qui a pris le pouvoir par la force peut organiser les élections générales et qu'on peut mettre après une assemblée constituante et cette assemblée va élire ceux qui vont aller battre une constitution et la proposer par référendum au peuple. Ça n'a jamais eu. Vous prenez le référendum de 2006 de Joseph Kabila. Ce référendum a précédé la loi électorale référendaire. Joseph Kabila lui-même a pris le pouvoir par la force. Et en quelle qualité en 2006 il s'est présenté comme candidat républicain au peuple? S'il est changé après 2011, parce qu'il a été élu, mais il ne pouvait pas devenir républicain avant 2011. Vous avez consommé vos 20 minutes. Forcez votre atterrissage. Merci. Maintenant, la 3e voie. La 3e voie est un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique, qui est défini par 3 concepts. Cet terme de l'Alliance et 21 notions de la vie, qui la distingue de tout autre courant de pensée que nous avons rencontré au monde. Nous réaffirmons que ce que nous ne connaissons pas existe. Et nous n'avons fait la 3e voie que sur base de ce qui est à côté de nous comme nous. 1. Le premier concept de la voie, c'est le développement triade, qui révèle l'homme comme esprit, comme corps, comme milieu. L'homme politique congolais est sous-développé au niveau de l'esprit parce qu'il ne vit pas après avoir été aux affaires et que son parti n'existe pas après sa mort s'il n'est plus président. Le parti de Mouzé a disparu avec l'arrivée de son fils au pouvoir. Ça dit que spirituellement, nous sommes morts. Le parti de Mobutu, l'Impère, a disparu. Le parti du PPRD de Joseph Kabila n'attend que la réincarnation de Joseph Kabila. Et donc, un homme spirituel, un homme développé spirituellement, est un homme qui ressort la pensée, l'action et l'organisation qui peut diriger et sauver son pays longtemps après. Nous pouvons prendre Confucius. Il n'a jamais été chef de l'État en Chine. Mais c'est sa pensée qui dirige la Chine aujourd'hui. Dites-moi alors, parlez-moi d'un homme politique congolais de 65 ans passés qui a une pensée qui anime les autres longtemps après son départ. Parlez-moi d'un parti politique qui vit après la mort de son leader au Congo. D'ailleurs, les partis politiques congolais, c'est vous-même que nous avons enseigné, sont tribaux, ethniques et régionaux. Est-ce qu'on avait créé les partis politiques au monde pour les tribus, pour les régions? Est-ce que nous avons des partis politiques? Si la loi sur les partis politiques était rigoureuse, est-ce que nous pouvions, dans un pays sans débat d'État, sans carrière fondatrice de l'État moderne, avoir plus de 700 politiques, alors que le pays qui ont débuté la démocratie, la France, les États-Unis, ils n'ont même pas 60. Est-ce que vous ne voyez pas que le Congo est en voie de sous-développement et non un pays sous-développé?
Deuxième concept, c'est la trigamie, qui révèle l'homme comme un être croyant. Pour avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a la divinité de l'homme qui signifie sa créativité, son intelligence. C'est lui qui croit en Dieu, mais qui ne sait pas trouver des réponses aux problèmes de sa société, est un religieux et non un homme spirituel. Autant Dieu est créateur, autant les Congolais croyants, s'ils croyaient vraiment un vrai Dieu, devaient aussi être créateurs aux problèmes de leur société. Dieu a créé des solutions aux problèmes de ce monde. Nous devrions, nous, comme Dieu, créer des solutions aux problèmes de notre pays. Le diable nous a dominés avec la malgouvernance et nous sommes tous de là, croyants ou pas. Deuxième élément, l'homme est un être savant. Oui, il faut qu'on se développe. Mais comment quelqu'un qui n'a pas le génie propre peut-il imiter l'autre? Parce qu'elle ne peut imiter que celui qui se connaît et qui a quelque chose de soi-même. L'Afrique devait aller vers le monde. Avec quoi? La congologie n'existe pas. Quand on apprend la sociologie ici, on apprend l'école belge, l'école française. Quand on arrive au Congo, on ne veut pas nous apprendre l'école congolaise. Et si elle est là, on nous dit hybride. Et dans cette hybridité, comment voulez-vous que nous puissions diaboliser les savoirs des autres au lieu de dire que nous-mêmes, nous manquons les génies propres? Troisièmement, l'homme est un être pouvant. Ça veut dire un acteur politique naturel qui peut battre tout obstacle de développement si se comprend, se développe et se définit comme étant égal à tout homme, tout autre homme, société. État supérieur, parce qu'il a ce que l'autre n'a pas, état inférieur avec le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. Donc le Congolais de 65 après est sous-développé spirituellement, le Congolais de 65 après est sous-développé scientifiquement et politiquement. Et enfin, le troisième concept, c'est l'alliance nouvelle que chaque Congolais doit prendre avec le peuple congolais et l'histoire. Cette alliance nouvelle révèle le Congolais comme un être individuel, collectif et contractuel, qui doit d'abord se réconcilier avec lui-même, avec son compatriote et avec son pays, dans le respect d'une constitution fonctionnelle, réflexive et dynamique. Nous devons sortir des lois anachroniques, des constitutions importées, des drapeaux importés. Je donne un exemple. Si moi, Fumuto, on me présente la peau de léopard, et à côté, on me présente le drapeau de l'ADC, on me demande de girer faussement, je vais respecter et avoir peur la peau de léopard plus que le drapeau de la République démocratique. Ce n'est pas le cas ici. Si vous touchez au drapeau des Israélites, vous avez l'air. Mais chez nous, on peut déchirer le drapeau, les Congolais regardent. On peut tuer les gens comme les autres Congolais regardent. Et il y en a même qui rejoignent les tueurs des Congolais. Vous laissez chasser un régime en tuant les propriétaires du pouvoir, si les mal les propriétés, les détenteurs du pouvoir, vous vous devenez à ce moment-là qui? Enfin, cette courage-là, aura une université qu'on appelle l'Université de libération triade. Il y aura 3 plans, le plan de libération spirituelle, le plan de libération scientifique et le plan de libération politique. Et la méthode que nous allons utiliser pour sauver ces Congolais-là n'est pas la méthode de recherche en sciences sociales, mais la méthode de libération. Avec cette question, qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi faire sur la terre? Où vais-je? Avec qui et comment? Dans quelles conditions je suis? Bien développé? Sous-développé? À cause de quoi? À cause de qui? Et comment m'en sortir? Si alors on me dit, Jésus est sauvé, je vais me poser la question, il m'a sauvé de quoi? Parce que celui qui croit en Jésus, mes membres de fonction publique, et celui qui ne croit pas, ils sont les mêmes choses. Si on me présente Simon qui m'a encore me sauvé de noirs, mais je vais poser la question, il m'a sauvé de quoi? Il m'a trouvé au chômage, il est mort, il m'a laissé au chômage, il m'a sauvé de quoi? Enfin, professeur, je termine en disant, ce n'est qu'un essai. Je suis fier d'être dans le ciel d'évangile et je suis docile parce que je sais que même en étant dans la fausseté, j'ai mes maîtres qui vont me corriger. Et je dis merci, Seigneur, pour tout ça libère. Avec mes ambitions et mes yeux. Je dis merci au professeur Gomatuna. Merci parce que vous avez supporté. Bon, vous avez le temps de les remercier. Merci. Voilà pour la première phase de notre débat. Voilà, vous avez une liberté de pensée qui caractérise ceci. Mais tout en ayant cette critique de liberté de pensée, il y a quand même la faiblesse, généralement, constate chez les essayistes, c'est qu'il y a le plus de subjectivité. Il y a des manières d'aborder les questions.
Et généralement, cette subjectivité se fait au détriment de l'objectivité. Et aussi, le manque de cœur scientifique. Qu'à cela ne tienne, courage qui est c'est déjà impossible. Parce que quand on essaie de voir la démarche, il y a un risque qu'on soit plus politique. Et ne pas prendre les aspects scientifiques comme ici de fait. Donc, un moment de maîtrise, comme celui-ci, faut-il oser être essayiste ou peut-être que vous pourriez avoir une autre occasion pour présenter les recherches, les résultats de vos recherches, mais dans le cadre de ce travail de mémoire de DEA. Je crois que c'était beaucoup risqué de prendre cette position essayiste dans un mémoire de maîtrise comme celui-ci. Mais je suis d'accord avec vous dans l'approche, parce que vous avez bien montré que non, on peut penser l'avenir du Congo autrement, au-delà des autres paradigmes. C'est risque-là est encourageant, surtout pour nous chercheurs et politologues. Quand je regarde votre travail, j'étais en face de deux travaux ici. Il y a un que j'ai reçu il y a plus d'une semaine, et celui que j'ai reçu il y a juste un jour. Je ne sais pas, quand j'ai lu la première version, j'ai lu la deuxième version, je me rends compte que de vous-même, vous vous êtes rendu compte que l'introduction posait problème. Et vous l'avez réglé à votre manière. Ce qui m'a un peu soulagé, parce que tout ce que j'avais comme préoccupation dans l'introduction, j'ai trouvé des réponses à la deuxième version, qui me semble être abordable et acceptable. La première version, c'était vraiment indigeste. Voilà pourquoi je me demande pourquoi est-ce que ça se fait comme ça. Parce que dans un mémoire de licence, le DA, ce n'est pas une thèse quand même. Pour que le travail soit déposé, c'est bien avant. Un jour avant, vous dites voilà, il y a une autre personne qui est arrivée, tout ça. Vous mettez d'abord les lecteurs dans les difficultés, parce que finalement, on n'a pas eu le temps de voir ce qu'il y a comme modification. L'impression qui moi, c'est de pouvoir l'impression que ça donne, c'est comme si dans votre problématique, il y a trop de questions et trop de réponses. Plusieurs réponses. Et une des difficultés, c'est que tantôt, vous présentez vos indicateurs comme des variables, vous présentez des variables comme des indicateurs. Et c'était nécessaire qu'il y ait plus de 4 questions. Apparemment, ce sont des mêmes questions qui sont reformulées autrement. C'est-à-dire, en fait, ces questions-là, il ne faut pas avancer en réalité. Vous avez posé 4 ou 5 questions, mais quand vous analysez bien ces questionnaires, ces questionnements, pardon, vous vous rendez compte que vous faites toutes ces questions, vous se ramener à une seule question. En réalité. Et comme il y a eu plusieurs questions, vous avez cru que à chaque question, il fallait absolument une réponse. Et ça vous a amené faire plusieurs recherches à la fois. Parce que votre hypothèse principale est là, et les autres hypothèses ne viennent pas toujours compléter
notre hypothèse principale, c'est ce qui est difficulté. Et puis notre difficulté, c'est que le monde est capitaliste, le monde est la crise, les contradictions. Et ces contradictions sont liées à plusieurs facteurs et essentiellement des facteurs économiques. Alors, si chaque mode de production peut faire correspondre à des cas déterminés, chaque mode de production peut faire correspondre à des cas déterminés, mais les cas en question ne sont pas. Si vous savez ce que nous savons ce que c'est un genre comme mais c'est notre contient beaucoup de contradictions. Et ces contradictions sont à la base des différentes crises. Et les crises qui sont du moment des équilibres, des ruptures, peuvent à tout moment vous faire générer des hommes de providence que vous évoquez ici. Est-ce que les hommes de providence ou l'homme de providence est-il une solution? Vous évoquez plusieurs choses ici à la fois. Je ne voulais pas aller dans les détails concernant la conséquentisation de cette affaire. Mais admettons que nous restons dans votre schéma. Vous pensez que cet homme de providence fait exister ça une classe sociale qui soit de votre son pouvoir. Et vous pensez aussi que ça fait ces choses sans les intellectuels. Parce que si vous n'avez pas d'intellectuels, votre démarche est vouée à l'échec. Les intellectuels organiques comme le dit Gramsci. Les intellectuels collectifs comme le dit Gramsci. Donc, l'intellectuel collectif veut dire parti politique. Est-ce qu'on peut envisager cette autre providence dans un contexte où nous prônons les libertés économiques sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, alors que sur le plan superstructurel, on veut nous imposer un système comme la même route. Est-ce que c'est possible? Mes collègues, les observations et la question principale posée. Monsieur Fumitoto, vous ne répondez pas aux observations, sauf si c'est nécessaire, mais vous avez l'obligation de répondre à la question et de manière assez brève et concise, sachant que vous avez déjà consommé la plupart des minutes. Nous avons 2 heures juste pour terminer la séance. Une fois politique. La différence entre moi ou ma pensée ou ce que je vais faire comme ça avec Allemagne, c'est que lui, il va contre l'État, moi je suis l'État. Lui prend les démérissement de l'État. Et je pose la question de savoir s'il y a un État comme structure sociale, le secrétariat général du communisme n'est pas son État. Parce qu'il dit le démérissement de l'État. Moi, j'interprète plutôt les politologues pour dire nous avons été distraits. L'État existait avant les débats sur le mode de production en Europe. Parce que l'Europe n'est pas l'inventaire de l'État. Les pharaons de l'Égypte étaient dans les États. Nous aussi, avant la colonisation, nous étions dans les États. Comment alors, au lieu d'axer notre débat sur l'État, nous puissions d'abord axer notre débat sur le mode de production? Moi, la différence avec Karl Marx, c'est que moi, je parle de la libération de l'État des emprises idéologiques. Et je considère l'État comme la tête, et c'est là même que je vais évoquer quels sont les faits et les phénomènes sociaux que moi j'ai observés, naturels aussi, pour prétendre essayer sur la troisième. C'est que moi je suis comme sur ça c'est ma droite, c'est le socialisme libéralisme. Ça c'est ma gauche. Mais j'ai une autre partie du corps qui sont pour le corps, mais qui ne sont ni à gauche ni à droite, ça ne méritait pas une théorisation.
Je prends ma tête rouge au centre de mes épaules. Je prends une ligne qui va de mon nez ici jusqu'au sexe par où nous les sommes. Ce n'est ni à gauche ni à droite. J'apprends ma langue, elle est ni à gauche ni à droite. Je prends mes nez sombres. Maintenant, pourquoi on doit avoir une théorie de la gauche, une théorie de la droite, sans imaginer une théorie de la troisième voie qui non seulement distingue et réunit les systèmes. Voilà pourquoi nous ne prenons pas le dépérissement d'une voie, parce que si elle n'existe pas, nous n'existons pas. Enfin, pourquoi alors il y a une introduction pour les... Professeur Ngangué, vous avez la parole. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt le travail de M. Moton. Et malheureusement, pour souscrire un peu à ce que les profs avait dit, ce travail que nous avons présenté il y a pratiquement un mois. Et curieusement, dans la salle, moi j'apprends qu'il y a une autre motive qui est arrivée ce matin ou hier, je ne sais pas où. Ce que je constate, c'est que cela est contre le règlement. Si nous sommes une université, si nous sommes une institution, c'est pour appliquer les règlements. Un travail de mémoire de l'EDA qui est déposé avant qu'il soit défendu publiquement, ça ne peut pas faire l'objet d'un quelconque changement. Et même on change la thèse. Et même cette thèse, on la change quand? Après la soutenance privée. Alors, ce qui fait que, au niveau de l'évaluation, nous sommes devant l'embarras de pouvoir évaluer des travaux. C'est que moi je considère que cette façon de faire les choses n'est pas normale. Et aussi, c'est contre le règlement. Par rapport au travail qui m'a été présenté, je vais quand même dire quelque chose, un mot placé un mot. D'abord, le premier constat au niveau des observations, c'est que le travail qui est devant nous n'est pas un travail scientifique. Je ne sais pas si c'est une compilation de conférences, si c'est une encyclopédie, si c'est une lexique, parce que nous avons devant nous un temps de données et on ne sait pas vraiment orienter où est l'hypothèse, où se trouve le site. Par exemple, quand vous prenez le cas, on parle, nous sommes en sciences sociales, il y a la méthodologie, ce qu'on appelle la science, un travail scientifique, c'est le travail qui répond aux normes. Ce qui est aussi grave, après la problématique, on voit les questions qui ont été posées et le point qui suit, c'est l'état de la question. À telle ancienneté, à un moment donné, quand nous avons l'habitude ici, après la problématique, vient les hypothèses, et au moment où Foucault annonce les hypothèses, on cherche où se situent, où se trouvent les questions, on ne voit pas. Et pourtant, les questions sont restées avant l'état de la question. Et même dans l'état de la question, on s'attendait à voir les différents auteurs qui ont parlé de ces problèmes-là, des droits de mémoire. Mais curieusement, je vois à la page 20, c'est que je peux même parler de la confusion totale. Parce qu'au niveau, il parle au niveau du Congo-Kinshasa, l'on attribue généralement
l'expression troisième fois à Monseigneur Monsieur. Et vous disiez peut-être que je m'attendais à voir l'ouvrage que Monseigneur Monsieur a écrit sur la troisième fois. Mais curieusement, c'est une litanie et aussi, parti politique, aussi, comment, en tout cas, je me demande si réellement, M. Foucault, il sait bien distinguer ce qu'on appelle l'état de la question. Alors, de toutes les façons, comme je l'ai dit, dans ce travail, il y a des données, des hypothèses. Je vois quelque part, on a écrit la thèse. Après l'hypothèse, ça prend une dizaine de pages. Ce qui fait que, comme je le disais, nous sommes en face d'une population, les données, au niveau de la bibliographie. Je ne sais pas si c'est la version corrigée, s'il a réussi à corriger ça, je ne sais pas, comme je ne l'ai pas encore dit. Je vois qu'il commence d'abord par les dictionnaires et les enseignements. Après, il vient des textes officiels. Troisième rubrique, il prend les ouvrages. Il n'a pas été publié. Comment un document qui n'a pas été publié? Et tout est panoplie. Ici, on est dans un contexte purement politique, où la troisième voie concerne le développement socio-économique. Monsieur le Président, je t'aime. Merci. Entendu les préoccupations. On ne répond pas aux préoccupations, sauf si c'est nécessaire. Répondez aux questions posées et de manière brève et précise pour nous faire gagner. Merci beaucoup. Et contester la dimension théologique, la dimension spirituelle de l'homme, d'autant plus qu'il y a des États religieux avec les systèmes politiques religieux. L'Irak, où on prête le serment sur le Coran. C'est le problème que le Congo a eu avec ECP. Soit on l'a pris sans le croire, soit qu'on a eu peur de le critiquer, soit qu'on sait faire. On ne peut pas dire que le concept est Dieu n'est pas politologie. Non. Parce qu'il y a des systèmes politiques religieux. Et lorsque la Constitution dit que l'État congolais est laïque, c'est parce qu'il y a des États qui ne sont pas laïques. Kadhafi, à qui nous attribuons une troisième théorie universelle, c'est la théorie de l'islam. C'est bien la conformité au prescrit du Coran. On ne peut pas opposer les sciences politiques et les notions de Dieu. Enfin, et c'est le professeur. Les chefs de l'État congolais prêtent serment devant Dieu. Les concepts de Dieu est politique et constitutionnel en politique et démocratique. Je peux même pas dire que l'État congolais n'est pas laïque. Parce que le chef de l'État même est dédié. Les gens disent qu'elle a dédié ce pays à Jésus-Christ, qui n'est qu'une dans la religion. Donc le fait religieux et spirituel et politique. On peut ça, professeur. Quand moi je parle de la spiritualité, je ne parle pas de la religiosité. Je parle de la zone de l'esprit de l'homme. L'intelligence de l'homme fait partie de l'esprit de l'homme. Parce que l'homme a trois parties de l'esprit, le corps et les minutes. L'âme, la spiritualité, le système de croyance. Mais c'est dans l'esprit de l'homme. L'État congolais a été créé par le musulman catholique. Selon nos rapports, même le système académique que nous avons aujourd'hui, cette université était l'université catholique. Les religions sont importantes en politique. Donc, le concept de santé n'est pas apolitique. Deuxième chose, professeur. Oui, si on a peur, parce que Foucault peut parler de la démocratie. Oui. Mais le professeur Jacques doit se retirer du commissariat. Parce que le commissariat nous demande la décolonisation des sciences sociales, de tout ce que nous avons imité comme la pensée des autres. Mais comment on peut prôner la décolonisation des sciences sociales sans accepter l'arrivée des essayistes? Comment vous voulez avoir des essayistes parfaits alors que ce n'est que des essais?
fait secrétaire n'a pas renié mon antithèse. Parce que c'est lui qui m'a enseigné qu'une théorie qui ne dit pas quelque chose, qui ne dit pas tout, et il y a des choses. Ce n'est pas parce que ça ne dit pas tout que ça ne dit pas quelque chose. Je ne serai jamais marxiste parce que ni les socialistes et communistes, c'est une voie. Et que moi je combats et le socialisme et le libéralisme. Alors, donc, professeur, la troisième fois, est-ce que c'est sur le plan scientifique, politique, économique? C'est pas scientifique, sur le plan politique ou économique, socio-économique. ou socio-économique. Mais professeur, nous avons enseigné que la politique s'appelle la superstructure sociale. Ça signifie qu'on ne peut pas parler de la politique sans voir les autres aspects de la société dans la politique. Mais seulement, ce que je regrette, c'est qu'on a supprimé les sciences pour parler de sciences économiques, on va parler plus de monde de production que de monde de pensée et de philosophie politique. Je pense qu'on comprend le professeur. Est-ce que la philosophie politique, c'est l'économie politique? Mais il n'y a pas de philosophie politique sans aspect économique. Il n'y a pas de philosophie politique sans aspect juridique. Il n'y a pas de philosophie politique sans aspect médical. La politique englobe tout. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a aucun ministère qui s'occupe des questions politiques. Parce que tout ce qui est expression de l'État est défini à l'intérieur de la politique. Donc je n'oppose pas la dimension politique et la dimension socio-économique de la troisième voie, mais plutôt d'être courant de penser qu'elle a ses aspects et ses considérations économiques. Et si vous voulez me poser la question, quelle est la considération économique de la troisième voie qui l'oppose au socialisme et au libéralisme? C'est ça. Le socialisme et le libéralisme s'opposent dans les moyens de production entre l'État et le privé qui doit prendre les produits. Mais le libérationnisme économique de la troisième voie oppose les réformes et la réponse. Et que le libérationnisme de la troisième voie peut être appliqué, c'est les socialistes, comme c'est les libéraux, comme en dehors de eux. Nous sommes une tierce voie. Nous n'avons pas pris position par rapport à certains points, parce que lorsque les étaient élaborés, ne tient pas en compte. Comme ça, on l'a fait les autres. Donc nous avons l'obligation aujourd'hui, même dans notre société, d'inventer avec trop de faiblesse et les que nous avons de professeurs pour nous guider. Même quand je vais publier un ouvrage, je n'échapperai pas à toi les dictats scientifiques, le maître sera tout la bonne guide. Vous avez consommé votre temps, merci. Nous allons maintenant accorder la parole au professeur Lima pour ses observations et peut-être bien indiqué, les questions, tout ça. Or, pour certaines écoles, quand vous lisez la problématique, vous trouverez ces questions déjà posées. Cela peut nous amener à la conclusion qui dit errare humanum est. On peut se tromper, mais attention, lorsqu'on a déjà eu les arguments d'une école quelconque, l'école scientifique je veux dire, ne soyons pas toujours égoïstes pour croire qu'il n'y a que les écoles que nous connaissons qui peuvent dicter leurs droits. Ainsi dit, cette dissertation a sa raison d'être. J'ai peur de poser beaucoup de questions parce que vous m'entendez peut-être bien indiqué, les questions, tout ça. Or, pour certaines écoles, quand vous lisez la problématique, vous trouverez ces questions déjà posées. Cela peut nous amener à la conclusion qui dit errare humanum est. On peut se tromper, mais attention, lorsqu'on a déjà eu les arguments d'une école quelconque, l'école scientifique je veux dire, ne soyons pas toujours égoïstes pour croire qu'il n'y a que les écoles que nous connaissons qui peuvent dicter leurs droits. Ainsi dit, cette dissertation a sa raison d'être.
J'ai peur de poser beaucoup de questions parce que nous tentons. C'est une machine, il ne va pas se taire. Il va beaucoup bavarder pendant que nous voulons gagner du temps. Pour mon tonton, je vais vous donner une petite question. J'ai bien dit, tu me reconnais comme formateur. Et ce travail, je regrette que tu ne m'aies pas consulté. Oui, les collègues ont fait ce qu'ils ont fait, mais tu devrais penser à comprendre qu'il y a un de leurs collègues, le directeur, qui t'a donné le séminaire des problèmes de développement des pays du tiers-monde et que je m'impliquerai impérativement sur ce travail. Quelle erreur! Et quand j'entends Ipad parler, il a raison. Quand j'entends Igangé parler, il a raison. Tu étais limité aux collègues qui ont fait un très bon travail, mais malheureusement, il fallait approfondir. Prochainement, je t'ai entendu dire que tu voulais approfondir le travail au niveau des thèses. Voulez-vous consulter les diversités que nous avons, les différentes écoles de formation, les différentes écoles scientifiques qui nous forment? Nous venons de l'extérieur, il y en a qui sont ici, les autres viendront des États-Unis, les autres de l'Asie, etc. Ce n'est qu'un conseil. Mais ma question est celle de savoir si oui ou non, vous connaissez l'ambivalence, vous connaissez qu'on ne peut pas parler du développement sans parler du sous-développement. Parce que dans votre travail, vous avez beaucoup plus insisté sur le sous-développement. Et c'est oui ou non, je crois vous avoir initié à parler et de développement et de sous-développement. La réponse est j'ai besoin seulement de oui ou de non et je m'arrête là. J'ai fini. Merci de répondre avec la littérature. Moi je décline. Moi je vais répondre de quoi dans la journée. Non, voilà, c'était clair. Non. Alors je vais faire ce qui est bon. Non, prof. Non, attention. Ok. Oui ou non, point. Vous répondez. Une chose, pour me dire, vous risquez d'exceller dans les maths. L'intelligence, ce n'est pas toute cette littérature-là. Mais surtout, nous aviez donné ce travail depuis 2 ou 3 émissions. Vous nous avez dit qu'il faut parler de le. Oui, vous avez dit. Alors, je m'arrête là. Monsieur le Président, merci. Merci. Donc, maintenant, c'est à la prochaine fois, vous ne savez pas dire, c'est membre du collège du jury apprécié. Nous accordons maintenant la parole au professeur Guy, avant d'écouter nous commençons par féliciter M. Fumutoto pour le courage, comme l'a dit le prédécesseur, d'aborder un sujet, une recherche dont on n'a pas l'habitude dans notre milieu. Nous avons l'habitude de recherche de type empirique. Je l'ai dit que c'est dit dans les textes. Et nous nous trouvons là devant une recherche entièrement théorique et qui ouvre de nouvelles perspectives. C'est déjà à encourager qu'un esprit jeune scientifiquement ose grandir les sommets en tentant un essai de théorisation dans un domaine aussi sensible que celui de la politique et du développement. Je vous encourage pour cet effort et ce courage.
mais c'est un travail scientifique qui mérite d'être examiné sur le concept. Alors là, je vais être assez rapide sur les observations de forme. Je vais plus m'atteler sur quelques observations de fond et puis poser quelques questions. Sur le plan de la forme, on remarquera qu'il y a une disproportion entre les chapitres. Disproportion entre les chapitres. L'introduction à 44 pages, le premier chapitre 35, le deuxième 28, le troisième 36, le quatrième 90, le cinquième 28, et avec une conclusion de 11 pages. On les remarque peut-être, vous aimez trop expliquer, trop parler, et peut-être aller trop en détail sur certains points, et sur lesquels vous êtes revenu même dans plusieurs chapitres. Donc il faut équilibrer le travail. Du guide à la page 7, chiffre là, il y avait des omissions, des quelques conclusions par-ci par-là. On va pas y revenir. Ça, c'est l'esprit humain qui était peut-être fatigué. On revient à quelques observations. C'est un effort de théorisation qui est axé sur l'ordre providentiel. Vous vous êtes posé une question essentielle autour de facteurs fondamentaux, même pas facteurs, causes du sous-développement de la République démocratique du Congo. Et l'hypothèse émise que vous soutenez ici à travers votre troisième voie, c'est que c'est le sous-développement de l'homme politique congolais qui serait à la base du sous-développement. Et ce sous-développement de l'homme politique congolais, pour le placer sur trois plans, spirituel, intellectuel et politique. Mais dans votre développement, vous insistez beaucoup plus sur la dimension spirituelle. Donc, et votre narratif emprunte beaucoup au religieux, au narratif religieux. Hein? On peut voir, par exemple, si on prend à la page, par exemple, 26, hein, page 26, qu'est-ce que vous racontez là? Pas rapidement lire, il y a de la démocratie. Bon, nous sommes là, nous avons l'impression d'être les reins chamois de l'élaboration d'une théologie scientifique. Vous-même, ce n'est pas une théo-anthropologie de l'homme politique, ou quelque chose comme la théologisation du politique. C'est beaucoup plus basé sur la divinité, la spiritualité. Et l'homme est Dieu. Et c'est un homme providentiel. Étant Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Donc, il suffit tout simplement que l'homme se révèle comme Dieu qu'il est, pour qu'automatiquement, il ait la connaissance, parce que Dieu est omniscient, et qu'il ait le pouvoir, parce que Dieu est omnipotent. Ça, c'est dans votre texte. Donc on voit là que vous êtes en train de distiller une sorte de religion qui détrône Dieu de la place que nous lui connaissons et vous placez l'homme à cette position-là. Donc ceux qui lisent les ouvrages en rapport avec la spiritualité, vous verrez là-bas une courant spirituelle. C'est que vous développez aux États-Unis, les New Age et le reste. Ça, c'est la première observation. Cette tendance-là à recourir au narratif religieux, qui nous fait penser ici à une nouvelle religion, avec une foi. Sur le plan des observations, sur le plan de la structuration, l'effort s'est arrêté en tout chemin. Maintenant, vous n'avez pas réussi à articuler ces différents concepts,
ces différentes notions dans des énoncés significatifs clairs, des propositions claires, pour que ça fasse réellement une théorie. Parce que pour une théorie, c'est un ensemble des énoncés significatifs, des propositions coordonnées systématiquement expliquant un phénomène. Les concepts sont là, mais ils ne sont pas très bien agencés. Ils sont juste avancés et alignés. Ça, c'est la deuxième observation. Donc, l'effort ici à faire serait de replier systématiquement ces différents concepts pour arriver à expliquer ce que vous dites. La troisième dernière observation de c'est sur le plan. Vous avez eu raison de recourir à la méthode de la dualité structurelle, la cette méthode qui ne met pas en opposition les structurels et la logique des acteurs, qui soutient que les structurels, les structures et les acteurs, à travers leurs actions, c'est grand seul. Mais, dans l'application de cette méthode, dans le cadre de votre travail, on se rend compte que vous êtes beaucoup plus focalisé sur les acteurs, surtout l'ordre providentiel. Il suffit d'avoir l'ordre providentiel pour que tout le reste marche. Qu'en est-il des structures? Quelque part, vous dites, cet homme-là providentiel, il est à la fois esprit, vous insistez là, il est à la fois corps, il est à la fois social et il est environnement. Je vois qu'il fallait approfondir cet aspect de l'homme-environnement, parce que cet environnement-là, ce n'est pas seulement l'environnement physique. Il y a tout cet environnement social au niveau des croyances, des institutions, et qui influence aussi cet homme. Ce n'est pas vraiment la providence qui tomberait du ciel. D'ailleurs, ici, on sent que le ciel-là n'est pas présent parce que tout est dans l'homme lui-même. Voilà. Là, ce sont des observations en rapport avec cet effort. Alors, je pose quelques questions. Vous allez répondre les quelques cas. Ne pensez-vous pas que cet effort de théorisation de la troisième voie est un éloge à l'autoritarisme ou au totalitarisme? Quand on voit ce que vous affirmez à la page 25 et 28, je vais dire ce qui est écrit à la page 25 et 28. Avoir la foi en l'homme, à savoir croire en l'homme providentiel qui est son leader. Cela signifie suivre la voie du peuple tracée par son leader. Ensuite, il doit croire en lui-même. Beaucoup plus, il doit croire en son leader. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de faire l'éloge de la subordination, de la domination? Et c'est un peu plus clair à la page 28, où vous dites ceci, parlant du pouvoir. Le pouvoir global de citer l'essence et la définition même de la politique, tant comme art, science et comme une propagation sociale. Voilà ce qui suit. De plus, toute autorité vient de Dieu. Cela veut dire que même un pouvoir politique qui détruit son peuple ne peut exister que si Dieu a intérêt de le faire fonctionner. Là, l'homme providentiel, il vient développer son peuple ou il vient l'assujettir pour mieux le développer. On sent qu'il y a là, cette troisième voie fait subtilement l'éloge à l'autoritarisme. Vous allez me répondre si c'est vrai. La deuxième préoccupation comme question est celle-ci. Dites que si la RDC est développée et sous-développée, c'est parce que les politiques, vous insistez sur les politiques, c'est parce que les politiques est sous-développée sur ces trois plans, spirituel, scientifique et politique. Et vous pensez que pour que le Congo se développe, il suffit de développer l'homme politique sur ces trois plans.
Alors, quelle est la part de gouverner des citoyens qui ne sont pas politiques dans ces processus de développement? Parce qu'on sait que le développement est un phénomène solidaire qui exige l'effort de tous. Mais là, votre accent n'est mis que sur l'homme politique qui seul peut propulser le développement sans prendre en compte les autres citoyens. Moi, je trouve l'alliance religieuse qui a classé l'homme dans des religions indigènes. Parce que l'homme est la question de l'homme. Si Dieu est bon, on va voir ça. Alors, à quoi Paul est injuste avec des régimes politiques injustes alors que vous allez à l'église? C'est justement le message au départ de moi, c'est justement dans l'épigraphie, c'est là que je m'avançais, garçon. Ici, je suis en train de voir ce que les missionnaires catholiques et protestants enseignent aux Noirs, ce que les autres qu'elle a demandé de faire. Enseignent aux Noirs à pouvoir les Noirs raisonner. Qu'est-ce qu'ils ont combattu? C'est pas la foi. Ils ont combattu le culte, la raison qui a créé des pyramides en Égypte. Et ce culte-là était un culte, un Dieu immatériel ou un Dieu visible, essentiel, naturel. Il s'agit d'un combat de Tchèque entre Diop et des autres combats qui étaient déjà menés et chacun de nous vient de prendre à sa dimension. Nous n'avons jamais nous soumettre au bouton du système religieux qui nous a colonisés et qui nous a amené tant de religions, des écoles de points que des systèmes politiques pauvres. Alors, si nous entrons dans nos langues, je prends le mot Mfumu, le mot Mbanza, le mot Nzambi, mais le pronom personnel est le même. Vous ne voyez pas que chez nous, si vous prenez dans ma langue, les noms de Dieu, c'est le nom de l'homme, Nkumunjé, c'est-à-dire la divinité de la noblesse et de l'intelligence. Chez nous, on n'a jamais pris un Dieu inintelligent. Quand vous prenez un pasteur qui n'a pas étudié, qui n'a pas fait l'université, et vous croyez qu'il peut vous conduire à Dieu, c'est faux. Celui qui n'a pas la science ne peut pas connaître Dieu, parce que Dieu ne peut pas créer le monde s'il n'est pas savant. Le premier attribut de Dieu, c'est l'omniscience. Comment il peut créer le monde s'il n'est pas savant? Et comment vous pouvez dire que vous avez créé un Dieu et que vous n'êtes pas savoir comme lui? Nous ne parlons pas de la religiosité, non plus d'une religion. Preuve. Si j'étais en train de créer une nouvelle religion, comment je n'ai pas affirmé que d'après notre courant de pensée, l'homme est le sauveur des liens de l'humanisation? Est-ce qu'une religion peut présenter l'homme comme sauveur de Dieu? Et comment? Nous partons de la Bible. Créons à notre image selon notre ressemblance. Si Dieu, Genèse 1, verset 6, si Dieu lui-même n'avait pas de problème, qui nécessite de l'émergence de l'homme? Devait-il créer l'homme pour le vite? Alors, entre Dieu et l'homme, qui est plus puissant, c'est l'homme. Parce que les idées, elles peuvent être scientifiques, elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être politiques. Si elles ne portent pas le corps de l'homme, sont inutiles. L'objet de bonnes idées de la bibliothèque de l'Église. Si les hommes ne le portent pas, je suis plutôt dans une pédagogie de ce que Jésus a dit. Comment pouvez-vous aimer l'homme? Dieu, vous ne voyez pas? On a dit ça là. Et il a dit, si vous allez donner l'offrande à l'église, et que vous avez prétendu aller donner l'offrande à l'église, et que vous avez pour avec votre semblable, déposer l'offrande là-bas, réconcilier. On nous a présenté un Dieu qui n'est pas humain. Vous répondez aux observations, c'est bon. Merci, prof. On peut continuer les débats dans les couloirs. Répondez aux questions posées. Alors, maintenant, les démocraties que j'ai dit à la démocratie. C'est la pratique française de parler des hommes providentiels. Notre homme providentiel est passif. Ce n'est pas qu'on présente aux gens l'homme avant de trouver des solutions que voici l'homme. Ça, c'est la réalité. Nous disons que l'homme providentiel, c'est celui qui ouvre le débat que ni tété, va professeur, mais va vous t'amener. On le conjugue lorsqu'il a déjà terminé à faire son travail. C'est l'homme qui vient trouver des réponses aux problèmes de tout genre, économique, politique, social. Sans lui, il n'y aura aucune solution dans aucun domaine de la vie. Maintenant, cet homme est-il opposé à la structure? Mais si j'ai adoré Guidez, parce que Guidez, ce n'est pas de la dualité du structurel qu'il faut opposer au dualisme traditionnel. Parce que Guidez se dit, le dualisme traditionnel, c'est qu'on opposait l'homme et la structure. Mais la dualité du structurel, c'est que les deux sont dans un rapport réflexif éternel. Ça signifie qu'on ne peut pas dire que Dieu était le leader et que tu n'as pas amené à ton peuple une culture de salut longtemps après ton départ.
Non, tu ne l'as jamais fait. Parce que l'idée, ça veut dire quoi? Montrer aux gens la voie. Et lorsque vous êtes vous-même au pouvoir, vous n'avez pas donné des solutions. Vous n'êtes plus au pouvoir, je ne veux pas citer lorsque vous avez dit que c'est politisé. Et vous qui avez été au pouvoir longtemps, 10 ans, 18 ans, regardez vos regards, vous n'êtes plus au pouvoir et vous dites aux gens, vous voulez revenir au pouvoir pour trouver des réponses aux problèmes et ces peuples que vous avez dirigés 18 ans. Comment alors nous n'aimons les peuples que nous sommes plus au pouvoir? Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir étaient hier à l'opposition. Et ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition étaient hier au pouvoir et 65 après. Le pays, l'équipe, avance sous stade. Donc, maintenant, j'ai aimé votre réaction, c'est que vous m'avez ramené au document. Prof, c'est le chapitre de la page 25 et 28. Je parle de l'homme spirituellement développé, l'homme politique spirituellement développé, l'homme politique scientifiquement développé, et l'homme politique même politiquement développé. Je n'ai pas donné beaucoup d'efforts d'importance intérieure, parce que ça ne s'agit pas de ça. Deuxième, l'homme dont je parle, ce n'est pas un homme connu et je suis content parce que vous venez de me sauver. Je vais dire à l'auditoire la vérité aujourd'hui que mon nom n'a jamais été Fumuto. Moi, mon nom c'est Lassane. Fumuto, c'est un titre que j'ai pris pour revendiquer le droit de propriété du Congo comme tout autre Congolais et que je ne peux pas me laisser faire à l'instant à un Congolais et puis le Congo devant moi. Soit que nous les détruisons ensemble, soit que nous les construisons ensemble. Ce n'est pas mon nom. Mais j'ai fait un jugement supplétif pour le prendre comme nom. Quand vous m'avez donné la licence, je suis Bassane Gabélé. Mais parce que j'ai déposé le jugement supplétif à l'université, vous m'avez accepté comme Fumuto. Je n'ai jamais étudié ici comme j'ai étudié ici comme ça. C'est le jugement. Fumuto, c'est le nom commun. Quand Dieu nous a dit créons à notre image, c'est notre ressemblance. Et qui domine, ce n'était pas un homme, ce n'était pas un pasteur, c'est nous tous. Alors, si nous arrivons à cette dimension de croire au leader, parce que nous croyons qu'il a notre intérêt. Et si nous découvrons au même moment les croyants qui n'est pas notre intérêt, nous les combattons immédiatement. C'est ça la différence entre la religiosité et le courant de pensée. Si alors tout Congolais comprenait qu'il y a le Congo et Zaïe, il n'y aurait pas la même gouvernance. On ne prendrait pas les armes pour chasser des régimes, on prendrait le peuple par des courants de pensée d'équiper et à chasser des régimes avec qui il n'est pas d'accord. C'est de cet homme-là que je parle, Fumuto, ce n'est pas moi. Et j'ai pris le mot Fumocratie parce que j'ai trouvé que dans toute notre vie, celui qui gouvernait était Fum. Était-il un dictateur? Non. Vous ne me direz pas que les Fum devaient être soumis. Était-il démocrate? Non. Encore une troisième fois. Nos Fum du village ne sont pas des démocrates, ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas des dictateurs parce que les sols et les sous-sols appartiennent à la communauté. C'est un dictateur. Non. Comment pouvons-nous penser un système politique en ne parlant pas de nous-mêmes? Ce sont les sociologues, les politologues occidentaux qui ont qualifié nos systèmes politiques de dictatoriaux. Et maintenant, nous avons l'état de l'air que le Fumu de Bakom n'était pas empereur, n'était pas roi. Il était une autorité. Il y a une grande différence entre un chef, un roi, une autorité. Le chef coutumier est une autorité, il peut ne pas être un chef. Parce que ce que nous allons vous allez trouver, l'autorité coutumière et le chef coutumier. Le chef coutumier est dans mon mouvement. Je suis autorité coutumière, mais je ne suis pas chef coutumier. Parce que le chef coutumier est un administrateur de l'État. L'autorité coutumière, c'est le propriétaire de l'histoire des valeurs qui ne peut jamais trahir son peuple. L'autorité traditionnelle ne viole jamais les lois de sa coutume. Donc, il n'y a pas adéquation entre l'autorité coutumière et les structures. Et là, je donne un test ressort trois choses. Le Congo a un problème d'ordre, d'écriture et d'organisation. C'est tout. Merci. Nous accordons. Je vous remercie. La question de la troisième fois, c'est une question qui revient souvent. C'est une question pertinente. Je suis donc avec toi d'accord que c'est une question à laquelle il faut accorder de l'attention. Je suis d'accord avec toi. Personnellement, je dois vous dire que vous avez référé à ça. J'ai conçu une espèce de troisième voie.
dans mon livre de 2001. Donc, je vous félicite pour avoir pris un sujet qui nous concerne tous, c'est le développement du pays, qui devrait avoir honte, qui doit avoir honte de se trouver dans cet état alors qu'il a toutes les ressources nécessaires. Deuxièmement, je vous félicite pour l'effort de conceptualisation. Ça rejoint presque mon domaine de la philosophie. Une véritable science sociale ne peut pas se faire sans la philosophie. Même expérimentale, science politique expérimentale, elle a toujours, elle doit avoir des fondements philosophiques pour réussir. Je vous ai dit que le développement triade, ce n'est pas, ne fût-ce euphoniquement, ce n'est pas bon. C'est triadique. C'est mieux de qualifier cela de telle manière que ce soit bien compris. Un développement triadique. Moi, j'ai conçu un principe triadique. Un adjectif, c'est mieux. Troisièmement, sur votre texte, tantôt c'est directeur de travail, tantôt c'est promoteur de travail, il faut harmoniser. D'accord? Il faut harmoniser, c'est directeur de travail. Thèse. Et manifestement, troisièmement, manifestement, l'introduction de 42 pages, c'est trop long. C'est trop long. C'est inacceptable. À l'université de Kinshasa, malheureusement, les thèses de doctorat, et surtout, moi, nous parlons de moi, ne sont pas strictement réglementés en volume. Un conseil ou une proposition que je peux vous faire. C'est vrai que vous soulignez la multidimensionnalité de l'homme, mais il faut être dans une analyse. Quand on peut faire une analyse, il faut suivre la méthode de Descartes, vraiment distinguer les choses, les structures en principe, en l'occurrence, de l'homme comme tel. Les structures, c'est-à-dire les institutions. Même si je sais que les institutions entrent dans ce qui est l'homme, que c'est l'homme qui fait les institutions. Mais lorsque c'est placé dans des ouvrages, dans des structures, ça devient une entité indépendante. Ça devient une entité indépendante. Cela veut dire que les institutions, comme le disait Obama, sont importantes dans le gouvernement des nations. Ce n'est pas que l'homme simplement, soit-il providentiel. L'homme providentiel doit travailler suivant des règles, suivant une législation bien fixée à l'avance. Autrement, il déborde, autrement, il devient dictateur, despote. Donc, les deux doivent être pris en considération. Julie, je connais Fumutoto depuis 1997, quand je l'ai connu comme étudiant, comme un graduat, parce que je l'ai eu en premier graduat jusqu'à licence. Alors, il faut reconnaître que déjà c'était quelqu'un
voilà, déjà. Mais ce que j'apprécie chez lui, c'est que c'est un chercheur doté d'une excellence académique et d'une conscience historique et sociétale. On peut percevoir cela à travers toutes ces prises de position intellectuelles. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un chercheur qui se distingue toujours par son sérieux, par sa rigueur scientifique remarquable et par sa, vous l'avez remarqué, par une grande capacité d'analyse critique. Ça, ce sont des qualités que j'avais déjà décelées au premier et au deuxième cycle. Et quand il est revenu pour suivre nos séminaires de méthodologie, et notamment le mien en particulier, il s'est distingué encore par des interventions percutantes. Donc, je crois que j'aimerais le lui dire aujourd'hui en face, je ne lui ai jamais dit ça. C'est quand même un produit de notre alma mater qui fait quand même notre fierté. Alors, ce que j'ai adoré dans ce travail, c'est que, comme l'a dit, je crois, le professeur Ketoukou, le professeur Ipaya aussi, et tout à l'heure Nzengo Mabinda, généralement les études, les apprenants que nous recevons travaillent dans le domaine de l'empirie. Voilà. Ils sont plus dans le domaine, n'est-ce pas, de la collecte d'informations. C'est-à-dire, un sujet, on théorise, on va sur le terrain et puis on articule ça vraiment les deux. Mais lui, quand il est venu, d'ailleurs j'étais très malade, il sait très bien ce qui s'est passé à la maison, je ne voulais pas assurer la direction, j'avais une hernie discale, j'attendais une opération. Mais quand il m'a dit qu'il voulait critiquer le modèle socialiste de développement et le modèle capitaliste et qu'il proposait le libérationnisme, là je me suis dit, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas ici pour former des étudiants qui ne font que gober les théories qui nous viennent de l'Occident, les concepts qui nous viennent de l'Occident. Et je fais allusion au prof, c'est comme si c'est Dieu qui m'avait envoyé le vieux Ngeli et le vieux Momabinda. J'ai lu un de vos extraits dans un ouvrage, quand vous dénoncez cette tendance que nous avons dans notre pays de croire que lorsqu'une théorie, un concept nous vient de l'Occident, c'est une vérité, comme si c'était un dogme. Non. Les connaissances sont contextualisées. Il n'existe pas de connaissances universelles. Aujourd'hui, on parle de connaissances qui sont pluriverselles. Comme pour dire que l'universalité, c'est plutôt l'occidentalisation érigée au rang, n'est-ce pas, de la mondialisation, du moins sur le plan scientifique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la légitimité de dire à nos étudiants, à nos apprenants, vous êtes capable aujourd'hui de lire une théorie, c'est vrai qu'une vient de l'Occident, et de déconceptualiser pour reconceptualiser sur de nouvelles bases en rapport avec les réalités sociales et africaines qui sont les nôtres. C'est ce qui m'a intéressé quand il m'a amené son travail. Je me suis dit non, là ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ère du temps en fait. Aujourd'hui, sur le plan international, le débat est sur quoi? Le débat est axé aujourd'hui sur la problématique justement de la remise en cause des sciences sociales et humaines conventionnelles qui viennent de l'Occident. Parce que ces sciences-là portent en elles une certaine hégémonie et une certaine domination. D'où aujourd'hui l'existence de ce qu'on appelle les études postcoloniales, les études décoloniales, les études qui planchent sur la pluriversalité. Aujourd'hui, il y a un programme Procodestria qui a été créé et qui est consacré on cherche des jeunes étudiants et étudiantes qui peuvent travailler sur ce qu'on appelle, d'ailleurs vous l'avez dit, sur les connaissances endogènes, sur les connaissances autochtones. Parce qu'elles sont marginalisées par la science occidentale, alors qu'elles sont porteuses des solutions aux problèmes qui peuvent être notre aujourd'hui. Et donc, vous montez tout cet inscrit dans cette dynamique qui ne consiste pas à lire une théorie occidentale pour l'accepter, la gober comme telle, mais qui consiste à dire la théorie existe. Parce qu'une théorie, comme l'a dit le prof Ketoukou, est là pour expliquer une réalité. Mais à partir du moment où il y a une adéquation entre la théorie et la réalité, la théorie doit être remise en cause, modifiée, etc. Tout ça, parce que c'est la dynamique factuelle, c'est la dynamique de l'empirie
qui confère à la théorie sa validité. Quand il y a des décalage entre les deux, eh ben, il faut remettre la théorie en cause. Alors, lui, il s'est positionné sur ce créneau-là. Et là, je me suis dit, ça devient intéressant parce que ça m'intéresse. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté son travail. Moi, j'ai des défenses comme ça, pas une défense où quand on arrive, on dit un petit mot et puis on sort. Non, ça, c'est pas une défense. Une défense, c'est quand vous arrivez, les gens parlent, les gens posent des questions, le candidat est coincé, et puis, voilà. Alors, donc, je me suis dit, à partir du moment où il s'inscrit sur ce créneau, qui consiste à critiquer les théories établies, l'ordre scientifique établi, pour pouvoir essayer de proposer un nouvel ordre scientifique, une nouvelle théorie, etc., ça devient intéressant. On peut l'encourager. C'est dans cette perspective que j'ai accepté ce travail, tout en lui disant, fais attention, le prof qui tout l'a répété, il t'a parlé de l'essai, et vous avez raison, chers collègues. Donc, il est c'est juste un essai de théorisation, n'est-ce pas? On est à un chantier, n'est-ce pas? Qu'il ouvre et que je trouve très intéressant parce que ça nous sort du dogmatisme scientifique, ça nous sort du sommeil scientifique pour nous placer sur un créneau où nous devons être éveillés, et comme le disait Georges Gurevitch, nous ne devons pas être les gestionnaires d'un savoir établi. Quand on gère un savoir établi, on n'avance pas. Alors, et lui est dans cette perspective-là. C'est pour cette raison que je félicite Fumutoto pour cet effort comme l'a dit le prof Ngoma Binda, quand on parle de théorie politique, vite on est sur la philosophie politique. Hein, parce que là, vous n'êtes pas dans l'empirie, vous déployez un raisonnement pur, un raisonnement de réflexion pure, n'est-ce pas, qui vous aide à analyser les choses. Et ce n'est pas facile. Mais, qu'à cela ne tienne, la théorie politique est un domaine de la science politique. Donc, à ce titre-là, votre étude est légitime, elle est valable. Moi, ce que je peux vous dire, c'est de continuer à affiner, comme l'a dit quelqu'un, il faut continuer à affiner la réflexion. Hein, parce que les concepts, je vous l'avais aussi dit, on a l'impression que vous les avez jetés. Or, une théorie, c'est une articulation des concepts et d'hypothèses pour expliquer un phénomène. Alors, comme c'est un chantier, donc, vous avez raison parce que dans les travaux qui viennent, vous allez chercher à les articuler davantage pour que votre libérationnisme que vous nous proposez soit une doctrine, une théorie bien établie. Voilà, je crois que ça doit peut-être, je peux aussi m'adresser aux doctorants qui sont ici. De manière brève. Très brève. Oui, pour dire que quand nous vous enseignons, nous ne allons pas vous dire gobez ce que nous vous disons parce que cette tendance-là, moi je la remets en cause, je suis content que mes aînés soient ici parce qu'ils sont aussi dans cette dynamique. Mais ce ne sont pas deux, c'est une dynamique mondiale. Aujourd'hui, dans beaucoup de centres de recherche, etc., même en Europe, quand on vous accueille dans un centre d'excellence, comme dans un institut d'études avancées, ce que l'on entend de vous en tant que chercheur, c'est que vous pouvez reproduire ce qu'eux ont dit. Donc il y a beaucoup d'Européens qui se remettent eux-mêmes en cause aujourd'hui. Ils vous disent, on venait d'Afrique, mais apportez-nous, n'est-ce pas la part de l'Afrique, n'est-ce pas, dans ce débat. Donc, si vous commencez à reproduire Bourdieu, etc., bon, ils commencent. Mais quand vous dites, vous dites non, vous dites, mais tel, là, il se réveille un peu. Ils disent donc, on nous apporte quelque chose un peu de neuf. Donc, merci beaucoup à tous les membres du jury pour leurs questions importantes et percutantes. Merci à Fumutoto qui a pris le courage d'aborder un sujet délicat et très difficile. Je crois que je peux m'arrêter à ce niveau-là. Merci, professeur. Je salue le président du conseil Voméry, qui n'est pas membre, mais il est venu pour suivre, écouter cette avant de clore, je voulais demander des excuses pour cet échange qui a eu lieu dans la salle. Je voulais demander des excuses publiques. Demander des excuses à notre maître, notre patriarche, Romain. Je demande des excuses. Alors, sans tarder, la séance est suspendue et que je demande au public
d'aller se reposer pour permettre de gérer les côtés de l'organisme. De la défense publique du mémoire et de la délibération de l'épreuve de thèse de M. Fumutoto Basanga Kumudjei. Du jury nommé par décision rectorale numéro 0455 R 225 du 1er octobre 2025, les membres ci-dessous sont présents. Professeur Kituku Kunzonzi, président. Professeur Ipaya Ikoku, secrétaire. Professeur Ngoma Binda, co-directeur. Professeur Ingane Iki, co-directeur. Professeur Wechutima Yole, membre. Le quorum étant atteint, le jury a reçu, conformément aux prescrits des instructions académiques numéro 16 et 49, M. Fumutoto Basanga Kumudjei à défendre publiquement son mémoire de thèse en sciences politiques et administratives intitulé Essai de théorisation d'une troisième voie politique pour le développement triade de la RD Congo. Au terme de 2 heures de la soutenance du mois, les jurys s'est retiré pour délibérer sur l'ensemble de l'épreuve du test. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Fumutoto Basanga Kumudjei a réussi à l'épreuve du diplôme d'études supérieures en sciences politiques et administratives avec la mention grande distinction.